Espace Livre, la rubrique littéraire de demanderleprogramme.be. Isabelle Aubry, vous publiez un document, un récit de votre vie, une autobiographie qui s'intitule « La première fois, j'avais 6 ans » aux éditions O, en collaboration avec Véronique Mougin. Alors la première fois, j'avais 6 ans, c'est la première fois que vous avez été victime d'inceste, inceste commis par votre père. Votre livre est à l'image de votre vie, il est déchirant, il est bouleversant, il éveille l'indignation du lecteur devant la tragédie de l'inceste. En racontant celle-ci, la tragédie d'une survivante, vous témoignez pour tous les autres enfants violés par un membre de leur famille, car, dites-vous, l'inceste est la chose du monde la mieux partagée et celle qui sans doute fait le plus de dégâts chez ceux qui y survivent. L'autre versant de votre récit dont nous parlerons aussi est celui d'un combat, celui que vous menez pour briser le silence qui entoure l'inceste. Ce combat, vous le menez au sein de l'association que vous avez créée, l'Association internationale des victimes de l'inceste, dont je donne d'emblée les coordonnées, aivi.org, Association internationale des victimes de l'inceste. Alors, Isabelle Aubry, comment est venue la décision d'écrire ce livre? Je comprends qu'il fait partie de votre combat pour briser le déni d'inceste, mais à vous, en tant que personne, en tant qu'être humain, que vous a apporté son écriture? Au départ, il n'était pas question que je raconte ma vie. Lorsque j'ai rencontré aux éditions, c'était pour publier un livre issu de nos groupes de parole. Et connaissant mon versant militant, mon éditeur m'a dit bien pour parler de l'inceste, il faut commencer par parler de votre vie pour rentrer dans les foyers, pour que les médias en parlent et surtout si vous voulez toucher les politiques, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc c'est pas moi qui ai eu l'idée de raconter ma vie. Ça n'a pas eu un objet thérapeutique pour moi, c'est vraiment un objet militant. Ça fait partie de votre combat qui est devenu votre raison de vivre. Et on lit la torture épouvantable à travers laquelle vous êtes passé, que ce soit dans l'inceste que votre père vous fait subir à partir de l'âge de 6 ans, jusqu'aux autres sévices sexuels que vous subissez par la suite. Un des points qui est le plus frappant dans ce témoignage, parce qu'à travers votre témoignage individuel, on parvient à comprendre aussi que c'est le lot de tous ceux qui sont victimes de l'inceste, c'est qu'il y a une violence abyssale dans l'inceste, mais que cette violence, elle est aussi décuplée par le silence qui entoure l'inceste et par le fait que la victime se sent coupable d'une certaine manière, responsable de ce qui lui arrive. Oui, c'est-à-dire qu'on se sent immensément seul, isolé, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Pour moi, ça a duré 35 ans jusqu'au jour où j'ai rencontré d'autres victimes pour la première fois. Et quand je les ai entendues parler, et qu'elles parlaient de ce que moi j'ai vécu, l'automutilation, les troubles du comportement alimentaire, la prostitution, les dépressions, etc., je me suis dit, mais alors, je ne suis pas folle. Tout ça, ça vient pas de moi, ça vient de l'inceste. Mais je n'avais jamais relié tous ces symptômes à l'inceste. Ça a été une délivrance d'entendre d'autres victimes. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Vous disiez que une des dimensions parmi les plus insupportables de l'inceste, c'est le sentiment de solitude, d'isolement, et vous êtes rendu compte dans les groupes de parole que vous n'étiez pas, non pas folle, mais que vous n'étiez pas seule. Oui, tout à fait, oui. Donc, rencontrer d'autres victimes m'a sorti de cette solitude. Et parce que, en fait, 9 fois sur 10, il faut savoir que 9 fois sur 10, une victime qui parle dans sa famille va être rejetée au profit de la cohésion familiale. C'est-à-dire, même moi qui ai porté plainte, mon père ayant été reconnu coupable, on n'en a jamais parlé en famille. C'est quand même symptomatique de l'inceste. Vous dites à un moment donné une phrase terrible que votre enfance a été broyée par 2 choses, par l'inceste, par votre père, et par la justice. Parce que justice ne vous a jamais été rendue, et un de vos combats est justement de donner la possibilité, les instruments juridiques pour que les victimes d'inceste puissent être enfin reconnues comme victimes et que les bourreaux puissent enfin être jugés proportionnellement à la barbarie qu'ils exercent.
Oui, il y a deux choses. Premièrement, la prescription. C'est complètement incompatible avec le crime d'inceste, parce que les victimes rentrent dans le déni la plupart du temps pour se protéger de ce qu'elles ont vécu. Elles peuvent sortir de ce déni à 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans. Et l'agresseur, lui, continuait à faire des victimes. Et si la première victime veut porter plainte, à 50 ans, c'est trop tard. Donc elle se sent coupable de ne plus pouvoir protéger les enfants. Donc pour moi, l'inceste doit être imprescriptible, comme au Canada, comme dans les pays du Commonwealth. Ensuite, il y a la qualification de l'inceste. L'inceste dans le code pénal, ça n'existe pas. C'est un viol aggravé. Point à la ligne. Mais ça veut dire plein de choses, en fait. Ça veut dire qu'il va falloir prouver que l'enfant n'était pas consentant. Moi, on m'a demandé si j'étais consentante. C'est inadmissible de devoir demander ça à un enfant. Il faudrait que dans notre loi, il soit inscrit noir sur blanc qu'un enfant ne peut pas être consentant à un acte sexuel avec un adulte. Et pire même, il y a une loi qui s'appelle l'atteinte sexuelle, donc c'est en dessous de l'agression sexuelle, qui dit que, en fait, l'enfant est d'accord. Voilà. Donc notre loi prévoit qu'un enfant soit consentant. Et ça, excusez-moi, mais ça me met en rage. Voilà. Et les personnes ne savent ça. Moi, je le sais parce que j'y ai été confrontée, parce que je le vois tous les jours avec nos adhérents, et je suis très en colère. C'est pour ça que j'ai cette énergie pour changer nos lois. Edmond Morel, l'espace livre. Alors, revenons brièvement sur la prescription ou l'imprescriptibilité. Donc, tout d'abord, rappelons que la prescription veut dire qu'à partir d'un certain nombre d'années après le délit, la personne qui a commis le délit est innocentée, il n'y a plus d'action en justice possible. Il est bien entendu que dans le cas, et je vais revenir à votre témoignage, ayant été victime d'inceste depuis l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge pendant des années, il est clair qu'en déposant plainte à 16 ans, vous étiez en dehors de la prescription pour tout ce qui était d'une certaine période, 10 ans auparavant. Et vous n'avez pas pu faire juger votre père pour les agressions sexuelles commises à partir de l'âge de 6 ans. Il était donc moins coupable que vous n'aviez été victime à cause de la prescription. Oui, d'autant que cette première partie des agressions n'était pas des viols. Donc c'était des délits. Et les délits, à l'époque, la prescription était de 3 ans après les faits. Il s'est arrêté à 9 ans. Donc j'avais jusqu'à mes 12 ans pour porter plainte. Non mais ça paraît ridicule aujourd'hui. Et dans 20 ans, ce qui existe aujourd'hui nous paraîtra ridicule. C'est-à-dire que moi je dis qu'on est à l'âge de pierre. Voilà, on est à l'âge de pierre. Et pour moi, une société qui ne sait pas combattre l'inceste n'est pas une société évoluée. Vous dites très justement que l'inceste est finalement un crime contre l'humanité. Tout à fait, oui, parce que je me suis aperçue en écoutant les victimes, on a fait un groupe de parole sur le thème « Être parent ». Je me suis aperçue que sur 17 personnes qui étaient là, à peu près une dizaine, hommes et femmes, ne pouvaient pas être parents, ils avaient peur, ils étaient devenus stériles, enfin bon, ils avaient des tas de problèmes. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, l'inceste nous atteignait dans notre fonction primaire la plus importante, qui est notre besoin de reproduction. Alors, si on ne peut plus se reproduire parce qu'on a été victime d'inceste, pour moi, c'est un crime contre l'humanité. Et j'ai été vraiment choquée lorsque je suis allée à ce groupe, à tel point que j'ai décidé que notre prochain congrès en 2009 sera sur ce thème « Être parent après l'inceste ». Parce que je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Moi-même, qui lis des témoignages depuis plus de 8 ans, des dizaines par jour, je ne soupçonnais pas l'impact de l'inceste à ce niveau-là.
Vous soulignez dans ce que vous dites maintenant et dans votre livre l'importance fondamentale que peut avoir la parole, la prise de parole, la possibilité à un moment donné de votre vie, à vous dans ce que vous témoignez et de la vie des enfants victimes d'inceste, de pouvoir parler. Ce sont des moments lumineux de votre vie dans ce récit bouleversant qui sont ceux des moments où vous réussissez à briser le silence. Il y a par exemple cette rencontre avec Françoise Abeille que vous racontez. Parlez-nous d'elle. C'était ma voisine et c'est une femme qui a fait ce que peu de personnes auraient fait à cette époque-là et même encore aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle s'est intéressée à moi, à mon mal-être, à ma souffrance et elle a regardé plus loin que le bout de son nez et elle a ouvert les yeux, elle a fini par comprendre et elle a fait ce qu'il faut faire en fait. Elle m'a posé directement la question. Et elle a insisté jusqu'à ce que je dise oui. Voilà, oui, c'est vrai, il m'arrive ça. Et un jour... Vous avez quel âge à ce moment-là? Oh, je devais avoir 13 ans et demi, 14 ans. C'était peu avant que je quitte mon père. Quand elle m'a vu quitter mon père pour partir en pension jusqu'à ma majorité... Ma mère m'accompagnait ce jour-là. Elle n'a pas supporté. Elle s'est dit, c'est pas possible qu'il s'en tire comme ça. Donc elle a appelé ma mère et elle a tout révélé à ma mère, qui n'a pas voulu croire au début, mais elle a insisté. Donc ma mère est venue et m'a demandé si c'était vrai et j'ai dit oui. Et là, on est allé au commissariat. Bon, il faut savoir que le 119 n'existait pas à l'époque, hein, que si elle était allée à la police, on lui aurait ri au nez. Elle a trouvé un moyen tout de même pour que mon père paye pour ses actes. Elle a eu ce courage de ne pas fermer les yeux. Et je pense que ça devrait être le courage de tout un chacun. C'est-à-dire que si on se démène pour que nos enfants n'avalent pas d'eau de javel, ne se brûlent pas dans la maison, ne deviennent pas obèses, on devrait se démener 3 fois plus encore pour qu'ils ne soient pas violés. Edmond Morel, l'espace livre. Vous dites dans cette rencontre avec Françoise Abeille que c'est aussi la première personne qui ait réussi à vous faire parler, parce qu'à 13 ans, vous êtes un enfant finalement. Vous êtes, malgré tout ce que vous avez vécu, vous êtes encore fondamentalement un enfant. Et l'adulte bienveillant qui s'est penché vers vous pour vous faire parler devait vous poser la question. Et c'est peut-être ce qu'attendent beaucoup d'enfants qui sont victimes d'inceste, de se trouver face à des adultes qui ferment les yeux, qui ne les poussent pas à parler. Oui, parce que bon, moi j'avais peur de mon père. Donc il me fallait une garantie de sécurité derrière. C'est ce qui empêche de parler parfois. Hein. Donc je lui ai demandé le secret. Parce que mon père, pour moi, il m'aurait tué s'il avait su que j'avais parlé. Donc elle a comment dire, elle a été... Elle a été très courageuse. Elle a été très courageuse de poser ces questions. Enfin, je veux dire, c'est très rare de le faire. Il y a très peu de gens qui font ça, même aujourd'hui. Non, c'est vrai que la réaction première, c'est de tourner les yeux, mais il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Il y a une chose que j'ai envie de dire, hein, que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a une grande différence entre faire un signalement et faire une information. Faire un signalement, c'est réservé aux professionnels. Faire une information, c'est à réserver à tout un chacun. Pour faire une information, il suffit d'avoir une suspicion de maltraitance. On n'a pas besoin de savoir qui est l'auteur, l'agresseur. On n'a pas besoin de preuves. Il suffit d'avoir une suspicion et de téléphoner au 119, et même anonymement, je précise. On peut le faire anonymement. Il vaut mieux se tromper, hein, et sauver un enfant. Un autre élément, une autre personne qui a compté dans votre vie, et je la cite parce que vous racontez cet épisode qui est très très émouvant, c'est le docteur Bruno Petit avec qui vous entreprenez une psychothérapie, et c'est celui qui parvient à vous faire prendre conscience d'autre chose qui est fondamentale, c'est que vous êtes innocente de ce qui vous est arrivé.
Oui, j'ai eu la chance de tomber sur un psychiatre extraordinaire. Extraordinaire, pas parce qu'il connaissait plein de théories, plein de techniques. Non, 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 c'était pas ça l'important avec lui. C'est qu'il était empreint beaucoup d'humanité, beaucoup d'empathie, et j'avais tellement besoin de ça. Donc, j'ai pu lui faire confiance. C'est quelque chose qui, pour moi, n'était pas d'une évidence, d'une grande évidence au prime abord. Je lui ai fait confiance et petit à petit, comme ça, au début, j'enregistrais les séances, puis je repartais avec, comme si je voulais pas lui laisser ma parole. Donc, faut dire à quel point j'avais peur. Et il a su y faire et il m'a sauvé la vie par cette humanité, cette compréhension de la personne que j'étais. Alors après cette évocation d'une figure qui est une figure de lumière aussi, qui est une figure très très bonne, très en empathie, on va parler maintenant de votre combat parce que vous êtes une survivante et c'est vrai que on peut utiliser ce terme-là après cette forme de barbarie dont vous avez été victime. Et une des manières pour vous de survivre, et bien entendu, vous avez un fils dont vous parlez, vous avez un mari dont vous parlez, mais aussi c'est ce combat que vous menez pour que il n'y ait plus d'enfants qui puissent être victimes comme vous, sans qu'il n'y ait des recours, une justice, une information, une attention à cela. Alors, votre dernier chapitre parle de l'autre homme que vous voudriez rencontrer dans votre vie, c'est Nicolas Sarkozy. Votre combat, en fait, il comporte 4 points qui ont l'air tellement évidents. Le premier, on en a parlé, c'est l'imprescriptibilité, nous n'y reviendrons plus. Le deuxième, c'est l'information sur l'inceste. On se rend compte, en vous lisant, qu'il y a très peu d'informations, que l'information fait défaut, il n'y a pas d'études scientifiques, il n'y a pas d'études statistiques qui permettent d'évaluer. Et ça rend très difficile la prise de position politique. Alors, c'est un de vos combats ? Tout à fait. Je vais me permettre quand même de préciser un mot qui est le mot de survivante, parce que certaines personnes n'aiment pas ce mot. Peut-être parce qu'ils ne connaissent pas la façon dont on l'emploie. Ça vient plutôt de l'anglo-saxon, survivor. Pour moi, quand j'étais petite, j'étais victime parce que j'étais impuissante, je ne pouvais rien faire. Maintenant, je suis survivante parce que, effectivement, j'ai survécu à l'inceste, j'aurais pu en mourir comme sont mortes d'autres personnes. 2, survivante, ça veut dire pour moi être active dans mon rétablissement, prendre des décisions et être, actrice même de mon rétablissement. Alors, je tenais juste à préciser ça, c'est très important. Voilà. En ce qui concerne la France et en général l'Europe, pour l'étude de l'inceste, c'est morne pleine. Voilà, on n'a pas d'études, on n'a pas de recherche, on ne se penche pas sur la question. En fait, ça se résume l'inceste à la justice et aux enfants. Il y a des choses drôles qui nous arrivent. Quand on contacte les hôpitaux, et pour y mettre des dépliants, on nous dit « Ah non, non, ici c'est un hôpital d'adultes, je vais vous donner les numéros des hôpitaux pour enfants. » Edmond Morel, l'espace livre. Quand je dis à ma ministre de la Santé je voudrais un rendez-vous pour l'inceste, elle me dit « Ah non, l'inceste, c'est pas moi. » Parce qu'on ne relie pas l'inceste, qui est la cause, aux dégâts qu'il va produire, la délinquance, l'automutilation, les problèmes de santé, etc. Vous avez une phrase terrible qui dit « L'enfant violé par un membre de sa famille a subi une trahison majeure qui résonnera toute sa vie en lui. » Et toute sa vie, c'est là où ça ne concerne pas seulement l'enfant violé, mais également l'adulte qu'il va devenir. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, je dis que on ne guérit pas de l'inceste. Alors bon, c'est pas que c'est pessimiste. C'est que c'est comme quand on a été fumeur. Un fumeur ne sera jamais un non-fumeur. Il sera toujours un ex-fumeur qui a arrêté de fumer. Hein? C'est comme les alcooliques qui vont dans des réunions d'alcooliques anonymes. Il y a des réunions auxquelles vous avez participé de victimes de l'inceste anonyme, qui est finalement ce qui a aussi inspiré la création de votre association internationale. Racontez-nous. Je suis allée là après avoir lu un livre d'une Américaine qui
qui en parlaient, et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois des victimes. Et ce programme en 12 étapes que j'ai trouvé formidable et qui m'a beaucoup aidée, et qui était très sain dans son fonctionnement, hein. Et donc, où j'ai appris qu'en fait, effectivement, dire ça y est, je suis guérie, je suis rétablie, oulala, c'est dangereux. Ça cache quelque chose. C'est-à-dire qu'on peut bien vivre avec ce que l'on a vécu. Moi, je vis avec ce que j'ai vécu, mais je ne serai jamais comme quelqu'un qui ne l'a pas vécu. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, donc je peux pas occulter cette partie de ma vie. C'est comme si j'avais une jambe coupée. Je pourrais avoir une prothèse et marcher, mais j'aurais toujours une jambe coupée. Voilà. Et j'ai appris ça dans les groupes, et ça m'a beaucoup aidé de savoir qu'il n'y avait pas de nirvana, enfin de paradis à atteindre, et qu'il fallait simplement vivre au jour le jour et accepter la personne que je suis au jour le jour. Alors, une partie de la méthode pour accepter de vivre au jour le jour, c'est de combattre au jour le jour, et votre combat est un combat de chaque jour, notamment par l'Association internationale des victimes de l'inceste, mais également par une série d'activités qui en font partie, comme les groupes de parole. Et vous nous disiez hors antenne que, par exemple, en Belgique, les groupes de parole ne sont pas encore constitués. Et c'est un vieux rêve. Depuis que l'association existe, nous avons des demandes de membres pour ouvrir un groupe de parole en Belgique. Mais pour ça, il faut 2 personnes au moins qui s'engagent, qui ont envie de créer ce groupe. Des personnes qui sont bien sur la voie du rétablissement, victimes ou proches de victimes. Et pour l'instant, nous attendons ces personnes. Alors je lance un appel, par votre biais, parce qu'il y a un besoin, il y a un véritable besoin en Belgique. On a ouvert à Genève, on attend d'ouvrir en Guyane, partout où il y a besoin, au Canada aussi. C'est toujours pour donner la parole aux victimes. Expliquez-nous comment concrètement fonctionne un groupe de parole, parce que ça pourra peut-être inciter quelqu'un à se dire, tiens, dans le fond, c'est à ma portée d'animer, d'organiser un groupe de parole. C'est simple, ça se passe une fois par mois. Il y a des thèmes qui sont préétablis. Les gens viennent non pas pour raconter leur histoire, mais pour donner leur expertise sur un thème. Par exemple, vivre en couple après l'inceste. Voilà. Chacun parle s'il veut. Il y a des questions qui sont écrites au tableau, et puis on enregistre tout ça. Après, c'est transcrit, et on regroupe toutes les transcriptions de tous les groupes pour écrire un livre sur le thème. Voilà. Donc les groupes existent depuis 2002. Hein, donc et il y en a 6 pour l'instant, et beaucoup en attente. Et ce que je veux dire, c'est une façon aussi de délivrer un nouveau contenu sur le marché, c'est-à-dire l'expérience experte des victimes. Hein, parce que ça n'existe pas dans les livres sur le marché. Voilà. Et c'est aussi un moyen, que ce soit à travers les livres ou les groupes de parole, d'arriver à cette révélation que vous avez eue, de ne plus être seul dans votre cas. Et rien que ça permet d'ouvrir l'esprit, la compréhension, et de libérer la parole des victimes. Tout à fait, oui. Quand on a 15 personnes autour d'une table, moi c'est assez magique. Hein. À chaque fois que je vais dans un groupe, quel que soit le sujet, il y aura toujours 1 ou 2 personnes qui va dire une phrase qui va me tilter. Elle le saura jamais. Comment? Elle m'aura aidé, mais elle le saura pas. Mais ça aura été quelque chose de fort pour moi. Ça, c'est le phénomène d'identification. C'est pas le but des groupes, mais ça se passe quand même, hein, parce que les groupes ne sont pas thérapeutiques, hein, je le précise, hein, on fait pas de concurrence aux psy, mais de se retrouver entre victimes et proches,
Enfin bon, je sais que ça a été tellement fort pour moi et je vois encore comment c'est fort pour d'autres. Voilà, voilà. Nous devons malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. En tout cas, je sais et que votre livre jouera un rôle comparable à celui de ces groupes de parole, c'est-à-dire qu'il y aura certainement dans le livre et dans votre témoignage des phrases qui éveilleront chez celui qui les lira l'écho de quelque chose qu'il a ou qu'elle a vécu, et que cela incitera peut-être à ce que plus personne après lecture de votre livre, ne puisse dire « je ne savais pas ». Et surtout peut-être qu'un jour, aucun bourreau ne restera impuni. Et c'est par cela que vous avez déjà sauvé peut-être énormément d'enfants ou peut-être énormément d'adultes à qui vous avez restitué la possibilité de prendre la parole. Je voudrais terminer cette interview en lisant une phrase et en vous demandant d'en lire un extrait de votre livre, et en vous demandant d'en lire une de votre côté. Ce que je voudrais lire de votre livre, c'est une des phrases clés, me semble-t-il, de votre combat. Ce qui me tient debout, c'est ma guerre contre l'inceste. Chaque petite bataille que je remporte est une revanche sur mon histoire, une claque envoyée à la figure de tous les violeurs, et à mon père en premier. Ce qui me sauve aujourd'hui, c'est de sauver d'autres enfants, ou du moins d'essayer. Ainsi, le cauchemar que j'ai vécu sert enfin à quelque chose. Ainsi, tant qu'il faudra changer nos lois et nos mentalités, je répondrai présente. Tant qu'il y aura des mômes à aider, je ne me donnerai pas le droit de me tirer une balle dans la tête. Après, on verra. Alors, je voudrais vous demander de lire ce qui figure en 4e de couverture de l'ouvrage. Dans le lit de mon père, j'ai laissé mon enfance, mon équilibre, ma santé, mes études. Beaucoup d'enfants endurent aujourd'hui le cauchemar que j'ai supporté. Ces poupées vivantes, abusées par leur grand-père, leur oncle, leur père, leur mère, ces esclaves violés sous le toit de la maison familiale, sont bien plus nombreux qu'on ne peut le penser. C'est pour eux que j'ai décidé de raconter mon histoire. Comment, malgré tout, malgré l'inceste, je suis devenu être humain, fragile mais debout. Isabelle Aubry, je vous remercie et pour votre livre, et pour votre témoignage, et pour votre combat. Merci.